Alors rebonjour chères étudiantes et chers étudiants, je vous retrouve pour la deuxième partie de ce cours consacré aux relations internationales entre 1815 et 1870, c'est-à-dire entre le Congrès de Vienne et la guerre franco-allemande. Et cette deuxième partie, comme vous le voyez en fait sur le plan que je vous remets ici, va concerner ce que l'on a appelé le printemps des peuples, l'ébranlement révolutionnaire qui va, vous allez voir, concerner la plus grande partie de l'Europe, mais qui va en fait s'éteindre dès l'été 1848 et totalement en 1849, 50 et 51. Et donc nous allons voir la réaction à ce mouvement. En trois sous-parties. La première pour évoquer les origines de l'explosion. Et pour évoquer les origines de l'explosion, je remonterai un petit peu le fil du temps et je partirai de l'Empire d'Autriche, où l'autorité de l'État s'est considérablement dégradée depuis l'avènement, il faut le dire, en 1835, d'un empereur qui est Ferdinand IV Habsbourg, qui est totalement incapable de gouverner. Il est en effet débile. Donc c'est un véritable problème. Metternich, vieillissant, et au pouvoir depuis le début des années 1810, est de plus en plus contesté lui-même. Il ne voit pas, c'est un petit peu ce qui se passe, c'est une récurrence de l'histoire. Quand vous êtes au pouvoir très longtemps, vous ne voyez plus forcément, vous n'avez plus la lucidité forcément pour voir venir les critiques qui sont émises à votre endroit. Et parallèlement, les minorités de l'Empire commencent à remettre en cause la domination autrichienne. Ce sont par exemple les Roumains de Transylvanie, ce sont les Italiens, ce sont les Slaves. Les Slaves sont très nombreux dans l'Empire d'Autriche. Ce sont les Tchèques, les Slovaques, les Polonais de Galicie, les Ruthènes, les Ukrainiens aujourd'hui, les Slovènes, les Croates, etc. Par ailleurs, les Hongrois, les Magyars, qui bénéficient d'une position déjà privilégiée au sein de l'Empire, puisqu'ils gouvernent directement une partie des Slaves, les Autrichiens leur ont délégué en fait ce gouvernement, et qu'ils ont obtenu, ces Hongrois, la reconnaissance légale de leur langue, eh bien, sont également insatisfaits. Ils voudraient obtenir plus. En effet, leurs principales affaires continuent de se traiter à Vienne. Passons en Allemagne. En Allemagne, c'est l'Autriche, hein, c'est l'Empire d'Autriche, c'est l'empereur d'Autriche qui gouverne le Deutscher Bund. Hein, vous vous souvenez, on l'avait dit dans le cours numéro 1. Eh bien, les Autrichiens doivent de plus en plus compter avec un royaume qui est de plus en plus puissant. Ce royaume, c'est le royaume de Prusse. La Prusse est fortement centralisée, presque entièrement constituée d'Allemands, et depuis 1808, depuis les guerres contre Napoléon, où elle avait été le fer de lance de la résistance, elle constitue, la Prusse, l'espoir de la plupart des patriotes de la Confédération germanique à l'époque, du Deutscher Bund aujourd'hui, eh bien, d'une unité possible, je dirais, de l'Allemagne. Alors que l'avènement d'un nouveau roi de Prusse, Frédéric Guillaume IV, sur le trône en 1840, suscite de grands espoirs, une véritable explosion nationaliste, on l'avait vu dans le Grand 1, accueille la politique agressive de Thiers qui veut soutenir Mehmet Ali. C'est l'époque où est écrit le fameux Deutschland, excusez-moi, Über alles, c'est-à-dire l'Allemagne au-dessus de tout, et qui va devenir l'hymne des patriotes allemands, avant de devenir l'hymne, mais plus tard, hein, de l'Allemagne unifiée. Le Deutschland über alles, c'est encore aujourd'hui, en 2020, l'hymne de l'Allemagne. Alors de son côté, l'Italie est aussi en pleine effervescence, c'est l'effervescence du Risorgimento, que nous pourrions traduire par résurrection, bien davantage que renaissance. Et ce Risorgimento entend restaurer la grandeur de l'Italie perdue depuis le Moyen Âge. La grandeur de l'Italie, c'est celle de l'Empire romain, rien que ça. Donc il s'agit de rendre l'Italie qui n'est pas indépendante, qui n'est pas libre, qui est morcelée, vous vous souvenez, 8 États différents la composent
au Congrès de Vienne, à partir du Congrès de Vienne de 1815, et volonté donc d'une unification. Alors, le Risorgimento va prendre son plein essor dans la période avec des opéras comme ceux de Giuseppe Verdi, et on pense ici au Nabucco de 1842, où le cœur des esclaves, c'est une allégorie, si vous voulez, une métaphore, le cœur des esclaves antiques révoltés contre les Perses de Nabucodonosor, Nabucco, donc, eh bien, et par analogie assimilés par les Italiens à leur propre sort, hein, et c'est ce qu'a voulu rendre ce grand patriote italien qui est Verdi. D'ailleurs, Verdi, c'est amusant parce qu'il devient aussi un symbole de par son nom même, V-E-R-D-I. Enfin, il le deviendra ensuite, hein, parce qu'il n'est pas encore roi de Piémont. Vittorio Emanuele, re d'Italia, hein, V-E-R-D-I. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça le deviendra plus tard, dans les années 1850. Alors, toujours est-il que vous avez un courant du Risorgimento qui prône, je dirais, il y en a deux grands courants dans ce Risorgimento, une confédération de principautés italiennes placée sous la présidence du pape. Or, en 1846, a été élu sur le trône de Saint-Pierre à Rome un nouveau pape qui s'appelle Pie IX et qui donne à ces Italiens, à ce courant du Risorgimento, de très grands espoirs en prenant dans ses propres États pontificaux. Les États pontificaux à l'époque, c'est le tiers de la péninsule italienne, toute la partie centrale autour de Rome et du Latium. Eh bien, en prenant une série de mesures libérales, une large amnistie des condamnés politiques, la création d'un conseil consultatif de laïcs à des postes importants. Mais vous avez, j'évoquais tout à l'heure le roi de Piémont, qui n'était pas encore à cette époque Victor Emmanuel, mais Charles Albert, son père, vous avez un autre courant du Risorgimento qui considère que la seule solution viable est un royaume unitaire autour justement du roi du Piémont, du roi du Piémont-Sardaigne, comme on dit à l'époque, puisque c'est un royaume composé de deux entités, la très grande île de la Sardaigne et puis la partie du Piémont, c'est-à-dire le pied des Alpes de l'autre côté de la frontière des Alpes. Un royaume donc unitaire autour du royaume de Piémont-Sardaigne, avec un unique souverain italien, souverain qui pourrait avoir la volonté et les moyens, lui, contrairement aux autres, de chasser les Autrichiens. Alors, deuxième temps de ce grand 2, le printemps des peuples, ce que l'on appelait le printemps des peuples, vous voyez, je mets des guillemets, et ses prolongements. Ce printemps des peuples va s'épanouir sur fond de crise économique et sociale. Et vous allez avoir, c'est la plus grande crise économique et sociale du XIXe siècle. Nous le verrons dans un cours à venir, en fait un cours qui est déjà en ligne sur la chaîne YouTube que vous pouvez regarder, consacré à l'économie du 1er XIXe siècle. Eh bien, c'est sur ce fond de crise économique et sociale grave, la plus grave du XIXe siècle, que va s'épanouir en fait un mouvement révolutionnaire de grande ampleur qui va submerger à partir de 1846 la plupart des États européens. Alors c'est un mouvement extrêmement complexe. En effet, il y a une composante démocratique qui va s'ajouter aux revendications libérales et nationales caractéristiques des mouvements des années 1820 que je vous avais décrits tout à l'heure. S'ajoute à la complexité bien, des rythmes, des événements qui s'enchaînent, qui se chevauchent, qui sont parfois un petit peu contradictoires et qui méritent donc d'être démêlés. Il y a quelques éléments identifiables que je voudrais faire ressortir ici dans un cours de L1, on en dirait plus dans un cours de L2 ou dans un cours de L3, mais ici, ce cours, en fait, est un cours, vous le savez, de L1. Je dis ça au public extérieur qui pourrait, et ils sont les bienvenus, bien évidemment, regarder également ce cours. Alors, le premier élément, c'est que ces révoltes, qui sont des révolutions, en fait, vont provoquer une véritable réaction en chaîne. En effet, si la première révolution éclate en Sicile, en janvier 1848,
Et même avant, il y a des mouvements précurseurs, je pense à Cracovie, en République indépendante de Cracovie, ou en Suisse. On peut quand même dater de la révolution sicilienne, on va dire le mouvement, la première secousse importante du séisme européen. Mais c'est bien à Paris, avec la révolution de février 1848, qui renverse le roi Louis-Philippe et la monarchie de Juillet pour mettre en place une deuxième république, que nous allons avoir l'ébranlement fondateur. Tout simplement parce que, encore une fois, quand la France bouge, c'est l'Europe qui tremble. 1789, vous vous souvenez, 1830, on l'avait dit, dans la première partie du cours. Et prenant pour modèle les Parisiens, eh bien, les étudiants et les bourgeois autrichiens vont réclamer à leur tour un régime constitutionnel. Le 13 mars, c'est-à-dire 3 semaines après le mouvement parisien, eh bien, nous allons avoir la ville de Vienne qui entre en insurrection et Metternich, au pouvoir depuis le début des années 1812, vous vous souvenez, qui doit démissionner et même s'enfuir de Vienne. Malgré d'importantes réformes, l'agitation ne va pas retomber, les peuples de l'Empire d'Autriche vont en profiter, et au premier chef les Hongrois, conduits par Lajos Kossuth, les Tchèques également vont en profiter, et d'autres encore qui vont se soulever. Je passe à l'Allemagne. Depuis la fin de l'année 1847, l'ensemble de l'Allemagne, mais aussi toute l'Italie, connaissent une grande agitation que la révolution de février à Paris, la chute que je viens de vous évoquer de Metternich, qui est le pilier de la conservation, le garant de l'ordre de Vienne, s'il y en avait un, c'est bien de lui dont il s'agit, et les difficultés consécutives de l'Autriche ne vont faire qu'accentuer. Le 20 mars 1848, le roi de Bavière, jugé trop conservateur par son peuple et déconsidéré par un certain nombre de scandales de sa vie privée, va être contraint d'abdiquer. 2 jours plus tôt, une manifestation a été rudement réprimée à Berlin, la capitale de la Prusse. Mais le roi de Prusse a accordé bien vite un gouvernement libéral et eut l'intelligence de convoquer une assemblée nationale élue au suffrage universel masculin qui va discuter à partir du mois de mai un projet de constitution pour le royaume de Prusse, ce qui va en quelque sorte en Prusse désamorcer une crise que parallèlement en Allemagne et en Italie, vous allez voir s'amplifier. Alors parallèlement, va s'organiser un parlement de toute l'Allemagne qui va se réunir et commencer à réfléchir à une constitution. Venons-en maintenant à l'Italie. Dans le royaume lombard vénitien, dont vous vous souvenez par le courin qu'il dépend directement de l'Empire d'Autriche, puisque c'est un archiduc autrichien qui le gouverne pour le compte de l'empereur à Vienne, eh bien c'est très clairement la chute de Metternich qui provoque un soulèvement qui va chasser les Autrichiens de Venise, de Milan. Les populations des duchés de Parme et de Modène, qui eux-mêmes dépendaient de l'Empire d'Autriche, vont en profiter pour se soulever et renverser leur propre duc. Après avoir longtemps hésité, par crainte de faire le jeu des révolutionnaires, en quelque sorte d'ouvrir une boîte de Pandore qui pourrait lui être néfaste, à lui aussi, eh bien le roi de Piémont, Charles Albert, accepte de prendre la tête d'une véritable croisade pour chasser définitivement les Autrichiens d'Italie. Il va entrer triomphalement à Milan, à la tête de son armée. Il va libérer la Lombardie. La Vénétie proclame bientôt son rattachement au Piémont. Au cours de l'été 1848, l'ancienne Europe centrale, médiane, comme vous le voyez, a quasiment disparu. Et c'est ce que l'on appelle le printemps des peuples qu'il a enterré. Et pourtant, ce que je vais vous montrer pour conclure ce grand 2, c'est que la réaction ne va pas tarder à triompher. En effet, les mouvements révolutionnaires ont alors déjà, fin d'été 1848, déjà connu leur premier revers. Alors, essayons d'expliquer en synthétisant, parce que je suis bien conscient pour vous, étudiants et étudiantes de L1, que les choses sont d'une extrême complexité. Donc le but est de
donner quelques lignes, je dirais, directrices communes à ces mouvements très nombreux qui agitent toute l'Europe, à quelques exceptions près. On pense à la Grande-Bretagne qui reste à l'écart du mouvement, on pense au Portugal qui reste à l'écart, on pense à la Russie. Mais en dehors de ces quelques pays, même l'Empire ottoman va être touché dans les provinces danubiennes de Moldavie et de Valachie. Même l'Espagne va être touchée en Catalogne. Donc toute l'Europe en fait est concernée. Alors, comment expliquer l'échec de ces mouvements? Eh bien, je crois qu'on peut dire au premier chef que la raison principale est que ces mouvements demeurent isolés les uns des autres et parfois même antagonistes. Et les souverains, la réaction va en profiter pour jouer parfois très habilement d'un peuple contre un autre. Des Hongrois, par exemple, et des Croates. Par ailleurs, ces mouvements révolutionnaires, ces mouvements insurrectionnels, ces mouvements du printemps des peuples disposent d'une base trop étroite, d'une base sociologique trop étroite pour s'imposer durablement, car ils restent extrêmement urbains et touchent très peu les masses rurales qui, à l'époque, constituent, on le verra dans un prochain cours, l'essentiel des populations européennes. Par ailleurs, les vainqueurs se déchirent. Ils se déchirent entre ceux qui sont monarchistes et ceux qui sont républicains. C'est très net, par exemple, en Espagne. Ils se déchirent entre ceux qui sont libéraux et ceux qui sont démocrates. Entre ceux qui sont modérés et ceux qui sont radicaux. Là, on le voit très bien, par exemple, en Allemagne ou en Italie. Enfin, l'armée reste généralement fidèle au souverain légitime. Elle ne bascule que très rarement du côté de la révolte. Ça a été le cas en France avec la garde nationale, puis avec l'armée, ce qui explique en grande partie pourquoi le roi Louis-Philippe a pu partir. Mais ça n'est pas le cas, ça n'est pas la généralité en Europe. Et l'armée va jouer un rôle décisif, en particulier dans l'Empire d'Autriche. La première victoire en fait de la réaction a lieu en juin 1848. Juin 1848, donc très tôt, vous le voyez dans le mouvement, lorsque les Autrichiens vont rétablir leur autorité sur les Tchèques après avoir bombardé leur capitale, Prague. Un jeune empereur, à la fin de l'année, un jeune empereur de 18 ans, mais dont on va beaucoup reparler dans toute la suite du cours, puisqu'il est encore l'empereur de l'Empire d'Autriche, devenu Empire d'Autriche-Hongrie entre-temps, au moment de la Grande Guerre, François-Joseph monte sur le trône, donc en décembre 1848, à 18 ans. Il succède à l'incapable Ferdinand, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et avec l'aide d'une armée russe de 100 000 hommes, au nom de la Sainte Alliance, eh bien, les Autrichiens, et c'est tout à fait décisif dans la réaction, vont écraser les Hongrois de Lajos Kossuth en août 1849. Les principaux chefs de la révolte vont être exécutés sans ménagement, à l'exception notoire de Kossuth qui a pu passer à l'étranger. Perdant toutes ses libertés, la Hongrie est mise en état de siège. Et à cette date, au moment que je vous évoque, là, l'été 1849, eh bien, l'ordre est déjà rétabli en Italie et en Allemagne. Il faut que je vous en dise un mot. Commençons par l'Italie. En Italie, le roi de Naples a rétabli son autorité dans la partie continentale de ses États très tôt, dès le printemps 1848, depuis sa capitale Naples, sur la Campanie, sur les Pouilles, sur tout le sud de la botte italienne. Il va reprendre la Sicile au printemps 1849, qui constitue le deuxième, je dirais, territoire de ce royaume qu'on appelle le royaume de Naples ou le royaume des deux Siciles, hein, tel est son nom à l'époque. Il va faire bombarder Messine sans ménagement, ce qui lui vaudra d'ailleurs le triste surnom au roi de Naples, au roi des deux Siciles, de Re Bomba, le roi bombe. Quant au roi de Piémont, dont je vous disais, le roi de Piémont-Sardaigne, qui s'était placé à la tête du mouvement de libération italienne, il va être battu dans une bataille qui restera dans la mémoire collective italienne le 23 mars 1849 à Novare par les Autrichiens. Et il faudra une pression franco-anglaise pour que le Piémont ne soit pas démantelé, démembré par les Autrichiens qui le souhaitaient, les Autrichiens que plus rien n'arrête,
désormais. Ils vont, ces Autrichiens, occuper Parme, ils vont occuper Modène, ils vont occuper la Toscane, ils vont occuper le nord des États de l'Église et ils s'apprêtent même à marcher sur Rome à la demande du pape qui, quelques mois plus tôt, avait été chassé de ces États. Une république avait été proclamée à Rome. Alors cependant, l'autre grande puissance catholique de l'Europe au XIXe siècle, c'est la France. Et là, on est dans de la géopolitique. La France est devenue une république. On pourrait s'imaginer qu'elle est donc favorable plutôt à la République romaine. Eh bien, pas du tout, d'autant plus que a été élu en France, on va le dire, Louis-Napoléon Bonaparte. Et c'est une assemblée législative de tendance conservatrice qui, en 1849, a succédé à une première assemblée constituante d'avril 1848, elle, plus républicaine et plus libérale. Et donc la France va décider de prendre la tête du mouvement, je dirais, pour entraver, pour s'interposer et entraver l'action de l'Autriche. Et elle va, à l'initiative de son nouveau président, Louis-Napoléon Bonaparte, le premier de notre histoire, eh bien, envoyer un corps expéditionnaire sur place. Donc vous voyez, la France joue ici un rôle conservateur. Les Français vont prendre Rome le 3 juillet 1849 et restaurer Pie IX sur son trône. Cependant, Louis-Napoléon Bonaparte est un héritier de la Révolution et il souhaite limiter l'influence de la réaction catholique et de la réaction pontificale dans ces États. Et il va mettre en main une sorte de cahier des charges au pape Pie IX en lui donnant des conseils de modération. Je vous le dis tout de suite, le pape rétablira les institutions du passé et ne tiendra pas compte de ces conseils de modération du président Louis-Napoléon Bonaparte. Quant à l'Allemagne, et je vais terminer quasiment par elle avant un bref retour sur la France, eh bien c'est par la Prusse que la réaction va débuter en Allemagne. Dès novembre 1848, le roi reprend une à une les concessions des mois précédents. De son côté, le Parlement de Francfort va aller d'échec en échec et va finir par se séparer. Et le roi de Prusse va envisager pendant un temps de se faire couronner empereur d'Allemagne. C'est ce que l'on a appelé la Petite Allemagne. Pourquoi Petite Allemagne? Parce que débarrassée de l'influence autrichienne. Mais l'Autriche, je vous l'ai dit entre-temps, s'est ressaisie avec Schwarzenberg et avec le nouvel empereur, le jeune empereur, l'empereur dynamique, François-Joseph. Et devant la fermeté de l'Autriche, eh bien, Autriche qui plus est, qui est soutenue au nom de l'ordre de Vienne par la Russie, le roi de Prusse va devoir reculer. Alors c'est un épisode très important pour la suite de ce cours-ci, le Grand 3 que nous verrons plus tard, puisque en fait la Prusse va reculer devant l'Autriche à Olomouc, Olmütz en allemand, c'est ce que l'on appelait la reculade d'Olmütz, le 29 novembre 1850. Il n'y aura pas d'unification allemande autour de la Prusse, tout du moins dans un premier temps, et c'est l'Empire d'Autriche qui continue comme depuis 1815, de dominer l'Allemagne, de dominer le Deutscher Bund. Finalement, donc, la Confédération germanique, le Deutscher Bund, sous présidence autrichienne, est reconstituée. Alors, si on ajoute, et je termine avec lui, le cas de la France, où les parlementaires ne cessent depuis leur élection au printemps 1849 d'adopter des mesures réactionnaires au point d'amputer le suffrage universel masculin. Si l'on ajoute que Louis-Napoléon Bonaparte, de son côté, qui ne s'entend d'ailleurs pas, je m'empresse de le dire, avec cette majorité royaliste et conservatrice de l'Assemblée législative, va recourir à un coup d'État le 2 décembre 1851 pour se maintenir au pouvoir, et puis dans un deuxième temps va persécuter les royalistes qui ne sont pas d'accord avec lui, mais surtout les républicains, eh bien je dirais, vous le constatez, que la réaction est totale dans l'Europe de cette époque. L'Autriche, vous l'avez constaté, renforce même d'une certaine façon ses positions à la faveur de la crise. Cependant, les vaincus, en particulier la Prusse et le Piémont, songent déjà à leur revanche
Et nous allons le voir, les graines qui ont été semées en 1848 vont germer au cours des 2 décennies suivantes, 1850 et 1860. C'est ce que je vous propose de voir dans une 3e vidéo pour clore ce cours sur les relations internationales de 1815 à 1870.